Madame, Messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, notre invité est Dieynaba Sarr, elle est l'auteur de cet ouvrage Conviction. Madame Sarr, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour et merci Monsieur Top. Merci aussi à tous vos internautes. Je rappelle que c'est avec vous également que nous avions fait notre numéro 1 de cette émission lorsque nous l'inaugurions. Aujourd'hui, vous écrivez votre 3e ouvrage, Conviction. Pourquoi ce titre, Les Convictions? Bon, le titre, comme je l'ai dit, n'a pas été choisi dès le départ. Donc, même l'ouvrage aussi n'a pas été programmé. Comme je le dis souvent, l'écriture, c'est pas un calendrier tout fait et voilà. Donc, c'est l'inspiration, la muse qui nous guide. Donc, on a été guidé par la muse et c'est au fur et à mesure qu'on évoluait dans la progression de cette rédaction-là, que le titre s'est imposé avec un texte éponyme aussi, Conviction. Et voilà, ça a été le titre le plus parlant et donc nous l'avons choisi. C'est en quelque sorte une œuvre autobiographique. Ceux qui écrivent, en tout cas, ce genre d'ouvrage sont le plus souvent des personnes, des autorités qui ont fait l'essentiel de leur vie. Oui, vous en êtes au midi. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire à cet âge-là une œuvre autobiographique? Je reviens à la première réponse tout à l'heure. Ça a été vraiment, ça n'a pas été programmé. Donc, que ça allait être un récit fortement autobiographique, Dieu sait que je ne le savais pas au départ. C'est au fur et à mesure que j'évoluais dans l'écriture. Certes, j'avais envie de partager avec le lecteur une bonne partie, donc de lever un coin de voile sur ma vie, bien qu'elle soit assez courte pour le moment. Machallah, on souhaite qu'elle soit longue. Mais il fallait partager. On avait envie de partager des bribes de notre vie, de revenir sur les aspects qu'on a vécus, mais que peut-être d'autres personnes partagent avec nous. Et donc, c'est ça. Ça a été un récit autobiographique, mais aussi on a eu l'occasion d'aborder, de discuter de faits de société, de thèmes qui nous interpellent tous. Quoi qu'autobiographique, vous avez également débuté par un hommage que vous avez rendu à un homme, une autorité. Quel était votre lien avec cette autorité, de sorte que vous teniez à lui rendre cet hommage-là, en l'occurrence Sidi Lamine Niasse? Oui, je dirais que c'est un lien affectif, bien qu'on ne sait pas, on n'a pas eu l'occasion de se côtoyer. Je l'apercevais parce que, comme je l'ai dit dans le texte, c'est vraiment un homme qui a fait beaucoup pour notre pays, sur le plan donc de la démocratie, lutter pour le Sénégal soit sur une bonne lancée démocratique. Mais aussi, l'autre raison, c'est que c'est un homme qui a été fortement apprécié par ma défunte grande sœur, Ndeye Fatou, paix à son âme, et aussi c'était un homme de conviction. Donc je peux dire qu'une confirmation du titre même de l'ouvrage a été fait après la rédaction de ce texte-là. Parce que c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que tiens, je suis en train d'aborder plusieurs choses, plusieurs sujets. Mais le point commun, c'est quoi? C'est que déjà, l'objet du premier texte, si on le regarde, c'est vraiment un homme de conviction. Les autres sujets aussi qui ont été abordés confirment des convictions de Dieynaba Sarr. Et voilà, donc c'est vraiment un hommage non souhaité, comme comme je l'ai indiqué dans le titre, non souhaité parce que j'aurais aimé le rencontrer, m'asseoir avec lui, échanger avec lui, et même après le décès de ma grande sœur, lui transmettre toute cette affection, cette considération que cette dernière avait pour lui. Malheureusement, je n'en ai pas eu l'occasion. C'est un destin, c'est un rendez-vous manqué, mais je me disais, je pouvais me rattraper. Comment me rattraper? Inscrire donc cet hommage-là dans la postérité. Lorsque vous écrivez ce livre, lorsqu'on le lit, on y sent un certain cri de cœur, comme si vous sortiez quelque chose qui était en vous, qui dormait, comme si vous deviez vous expliquer face peut-être à certaines remarques, peut-être face à certaines appréciations. Était-ce le cas? Sinon, qu'est-ce qui vous a réellement motivé? Parce qu'on y sent réellement le cri de cœur. Bon, si on devait vraiment parler de cri de cœur, je dirais que c'est peut-être parfois, comme j'ai eu à le dire après le décès de Sidi, un texte dans un article du journal qui avait un peu montré l'attitude ingrate, si je peux m'exprimer ainsi, dont souffrent certains grands hommes qui sont incompris.
Et c'était son cas. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on disait? Que c'était quelqu'un de compliqué, quelqu'un qui était contre les dirigeants, etc. Et souvent, ici, on ne rend hommage ou bien on ne reconnaît les valeurs de quelqu'un qu'après sa disparition. Et c'est un peu ça. Donc, cette frustration, comment dire, cet appel que je fais à tout un chacun, nous interpeller tous pour qu'on sache reconnaître les valeurs de quelqu'un de son vivant, pour qu'on puisse rendre hommage à quelqu'un de son vivant. Je pense que c'est plus beau et c'est plus honorable pour la personne et pour ses proches, pour sa famille notamment, plutôt que d'attribuer des médailles ou autre chose après la disparition. Habituellement, les femmes instruites sont étiquetées, acculturées. Vous l'êtes? Non. Pourquoi? La réponse sera tout de go, non. Je ne suis pas acculturée parce que je l'ai dit dans le texte, le deuxième texte de l'ouvrage. Je suis d'origine mandingue. Mon père est originaire du village de Missira, près de Toubacouta. Depuis mon bas âge, voilà, toute la fratrie parle saucé. Mandingue avec mon père. C'est même devenu un complexe, on ne peut pas lui parler wolof. Donc c'est mandingue ou français. J'ai grandi avec ça. Ma mère qui est d'origine malienne, je ne parle pas couramment la langue bambara, mais je comprends. Et donc voilà, je suis à l'aise, polyglotte, un peu polyglotte, donc je ne suis pas du tout acculturée sur le plan linguistique. Je ne suis pas acculturée sur le plan vestimentaire. C'est vrai que là, je suis à l'européenne, mais je m'habille traditionnelle. J'adore le vax, par exemple, que je porte de diverses manières, que ce soit une robe, un pagne, etc. Donc, je ne suis vraiment pas du tout acculturée. Sur le plan de sur la pensée, linguistiquement, oui, vous ne l'êtes peut-être pas, mais est-ce que votre pensée, parce que souvent, c'est ce que les gens pensent, en réalité, des femmes qui sont instruites. Aujourd'hui, vous êtes intellectuelle, vous êtes productrice d'idées, parce que vous avez produit un ouvrage, d'abord, qui parle de choses très, très intenses sur les relations internationales, un autre ouvrage qui est un peu plus citoyen, qui montre votre apanage, votre appartenance au Sénégal, votre amour pour le pays. Aujourd'hui, votre troisième ouvrage, vous êtes une intellectuelle, que vous le vouliez ou non, et souvent ces intellectuels sont étiquetés sur le plan de la pensée. Est-ce que, également, dans ce domaine-là, vous n'êtes pas beaucoup plus proche de la pensée occidentale que de la pensée africaine? Je dirais non, encore une fois, parce que ça, c'est souvent des clichés de ceux qui ne vont pas au-delà de ce qu'ils voient. Je pense que, voilà, faut pas quand même nous ficher à voir une jeune ou bien que ce soit même une dame d'un certain âge, intellectuelle, instruite, et vouloir la taxer d'acculturée sur le plan de la pensée. Je pense que, voilà, comme le disait le président Poète, il faut ce qui est important aujourd'hui, voilà, hier et aujourd'hui encore une fois, c'est ce rendez-vous du donner et du recevoir. Je prends le meilleur, j'ai l'attitude opportuniste que j'avais, dont je me proclamais dans le premier ouvrage, L'Essai, quand je disais que l'Afrique devait avoir une attitude opportuniste envers les grandes puissances. C'est cette attitude-là que dont je m'approprie personnellement. C'est-à-dire que moi, je me dis, je prends le meilleur de l'occidental, de l'oriental, etc., tout en conservant le meilleur de chez moi. C'est-à-dire que je suis enracinée, très enracinée, sur tous les plans, mais je prends le meilleur chez l'autre. Du coup, voilà, c'est une belle diversité, tout en restant. Et si vous regardez bien l'image illustrative du texte, vous verrez un homme qui ouvre les bras au monde et qui est très enraciné. Exactement. Lorsque vous parlez de la question de la religion avec une image du noble Coran, avoir la foi, c'est monter la première marche quand on ne voit pas tout l'escalier. Vous avez également tenu dans vos convictions à rappeler votre affection, votre lien, peut-être avec quelque chose qui constitue en réalité votre socle. Oui, et je dirais pas que c'est mon texte préféré, mais en tout cas c'est l'un de mes textes préférés dans cet ouvrage. Pourquoi? Parce que sa rédaction a été douloureuse pour moi, douloureuse et un peu pénible, parce qu'il fallait vraiment, ce sont des frustrations très intimes. Souvent quand je regarde à la télé les émissions religieuses, je vois quelqu'un qui pleure, j'ai envie, mais moi ça m'est jamais arrivé, ou plutôt ça m'est juste arrivé une fois, alors que quand je regarde ces gens-là, je les envie. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là ressent quelque chose qui la fait pleurer, qui puisse la faire pleurer,
alors que moi, je peux écouter le Coran, le truc, et ne pas pleurer. Je suis musulmane, fille de, voilà, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, fille j'ai des parents musulmans, mais est-ce qu'en réalité, je suis une musulmane? Donc, c'était vraiment un texte où il fallait que je me parle, que je parle à moi-même, que je sorte toutes ces frustrations-là. Pourquoi Dieu ne me donne pas cette fibre-là? Hein, est-ce que je suis sur la bonne voie, etc. Donc c'était vraiment un tas d'interrogations auxquelles peut-être j'ai pas toutes les réponses, mais quand même, écrire ce texte, c'était vraiment une catharsis pour moi. Vous avez quand même tenu à rappeler des faits de société, en nous interrogeant sur des valeurs, sur des comportements, sur des façons de faire. Aujourd'hui, est-ce que la société sénégalaise telle que vous la voyez, est-ce qu'elle est celle en réalité sur laquelle en tout cas vous comptez éduquer vos enfants? Bon, actuellement je dirais non. Parce que c'est justement le but de ce texte-là, c'est de montrer déjà qu'on est sur une mauvaise pente, nous parler sincèrement, nous mirer, oser donc regarder en face nos tares et nos vices et les combattre pour revenir, faire un retour. Donc c'est vraiment un appel pour cette revalorisation de tout ce qui a fait la grandeur de notre société, de nos valeurs et tout, et essayer donc de, comme on le dit en Wolof, joyanti en fait. Donc tout ce qui ne va pas, essayer de rectifier. Parce que je dirais qu'actuellement, il y a tellement de vices, il y a tellement de déviance. Donc il faudrait vraiment éduquer un enfant aujourd'hui, c'est un vrai parcours du combattant. Donc c'est un vrai défi pour nous, la jeune génération. Donc c'est pourquoi justement je fais ce cri de cœur-là. Je laisse peut-être, vous allez voir, elle va nous commenter en tout cas cette image-là. Que nous arrive-t-il? Je vous passe peut-être l'image. Notre réalisateur vous montre cette image à l'instant même. Qu'est-ce qui explique cette image-là, ce dessin? Interprétez cela, s'il vous plaît. Bon, je vais essayer parce que comme je le dis souvent, mon prof d'éducation artistique en terminale nous disait qu'une image n'a pas besoin d'interprétation, elle s'interprète elle-même. Mais je pense qu'en regardant cette illustration que j'ai faite moi-même, on voit un homme, hein, donc, et on voit un gros point d'interrogation. Ça veut dire que dans sa tête, déjà, il y a tout un tumulte, il y a des interrogations, il se pose des questions. Et donc, que nous arrive-t-il? C'est justement pour un appel donc à ce sursaut, à ce réveil, pour qu'on puisse vraiment se ressaisir. Parce qu'on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une mauvaise pente. Donc, il faudrait vraiment qu'on se ressaisisse, qu'on accepte. Parce que, comme on le dit, faire son autocritique, c'est pas aisé. Exact. Il faudrait vraiment une bonne dose d'humilité et beaucoup de sincérité et d'objectivité, ce qui n'est pas évident. Donc c'est c'est à ça que je nous exhorte, tout le monde, hein, moi incluse. Donc j'appelle tout le monde à ce sursaut-là pour qu'on accepte que voilà, nous avons énormément de vices, énormément de défauts et qu'ensemble on puisse les combattre parce que c'est pour le bien de tout le monde, le bien de chacun et au finish pour le bien de la société. Lorsque l'on écrit, on se livre. Tout à fait. Lorsque l'on écrit également, on permet au lecteur de s'interroger et de vous poser des questions. Tout à fait. Vous avez pris une partie que vous avez titrée « Amour ». Qu'est-ce qu'il explique? Amour au pluriel. Parce que les amours sont nombreuses, comme vous le savez. Il y a l'amour filial, entre parents et enfants. Il y a l'amour fraternel, donc la fratrie, frères et sœurs. Il y a l'amour passionnel, entre un homme et une femme. N'est-ce pas? Donc vraiment, l'amour même entre, voilà, page de affection, quoi, entre collègues, entre amis, etc. Ou camarades de promo. Donc comme l'a dit mon préfacier et parrain Aliou Niane, que je salue au passage, secrétaire général de la Cour des comptes, ce texte amour qui plaît à beaucoup de gens, je pense qu'ils font souvent la confusion parce que je ne parle pas seulement d'amour passionnel. C'est vrai, je suis revenue à travers ce texte sur mes amours, hein, sur des bribes d'histoire, hein, qui concernent mes relations avec des hommes, ceux que j'ai connus, mais c'est surtout une manière pour moi de rendre hommage à mes parents, à ma fratrie, et surtout à ma grande sœur qui est décédée, Ndeye Fatou,
parler, rendre hommage à mes tantes, vraiment des cousines, des gens qui ont vraiment, et aussi rendre hommage à mes disparus. Exact. Parce que cet amour-là ne mourra jamais. Ces individus ne sont plus là, mais voilà, je les aime, je les aimerai toujours jusqu'à mon dernier souffle. Voilà, donc amour, c'est ça, c'est un tout. Vous avez également parlé de conviction. Également, vous êtes revenu sur un texte que vous avez appelé Conviction, en dépit même du titre. Ce texte, pourquoi également vous avez voulu revenir sur le vocable en le titrant pour un texte? Oui, parce que, comme je l'ai dit, j'ai abordé antérieurement des tensions générationnelles à travers le texte. Nous allons y revenir d'ailleurs. N'est-ce pas? J'ai abordé la foi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était voilà, quelque chose d'intime sur le plan religieux. Montrer un peu aussi cette petite culture religieuse que j'ai grâce aux ouvrages et vraiment l'éducation religieuse que j'ai reçue de mes parents et dont je les remercie. J'ai parlé des amours. Maintenant, à travers, dans le texte Conviction, c'était surtout pour aborder d'autres thèmes qui me préoccupent et qui nous interpellent tous. Et donc, je suis revenue sur ma conception du mariage, sur ma conception de ce qu'on appelle communément le féminisme, n'est-ce pas? Et je sais que peut-être vous reviendrez sur ça. Et voilà, donc c'était vraiment revenir sur... et aussi parler de l'Afrique. Parce que comme vous le savez, on a eu à en parler lors de notre première émission, après l'apparition de l'essai La politique africaine de la France. Donc c'est vraiment le sort de notre continent me préoccupe au plus haut point. Donc j'ai abordé de la géopolitique, etc. Donc c'était vraiment le texte qui regroupait quand même tous les autres thèmes qui n'ont pas été abordés antérieurement. Conviction, mais également féminisme. Pourquoi vous avez tenu à aborder ce thème-là? Êtes-vous féministe? Oui. Pourquoi j'attends une autre question. Vous avez choisi d'être féministe? Tout à fait. Donc c'est la question que j'attendais. Et je l'ai dit dans le texte. Je suis féministe si être féministe, c'est défendre la cause des femmes. Je suis féministe si être féministe, c'est que quand une femme est valeureuse ou autant méritante qu'un homme, qu'on puisse leur donner la même gratification, que ce soit une gratification financière ou bien la même considération. Si ça signifie être féministe, je le suis. C'était vraiment pour montrer que je ne suis pas dans les clichés et les débats de bas-fond. C'est-à-dire que je ne suis pas dans cette logique de défendre ou bien de crier partout, je suis féministe, la cause des femmes. Mais comme je le dis tout le temps, et je le crois fortement, c'est ma conviction sur ce plan-là, c'est qu'une femme ne doit pas attendre ou bien quémander. Le statut que la femme doit avoir, elle doit l'arracher. Le pouvoir qu'on mérite et qu'on peut avoir et qu'on peut gérer, c'est à nous de l'arracher. Je ne quémanderai aucun pouvoir venant d'un homme. Et le milieu dans lequel je suis, je pense quand même que, voilà, je m'y bats. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais je suis dans un milieu assez masculin. Et voilà, je me dis, je n'attends pas à ce que ces hommes-là me cèdent une portion de pouvoir. Non. Je l'arrache par mes capacités intellectuelles, par cette volonté d'aller de l'avant. C'est-à-dire que c'est ça que si ça c'est être féministe, je suis féministe. Comment voyez-vous la situation des femmes ici au Sénégal? Très, très, je dirais, comment dire, ambiguë. Quand je dis ambiguë, c'est-à-dire que des avancées sont faites depuis quelques années, n'est-ce pas? Il y a une loi qui a été votée. Bon, je tairai mon opinion là-dessus, une loi sur la parité. Mais comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas dans cette logique de quémander du pouvoir aux hommes. Mais on peut dire quand même que la condition des femmes, ou bien les conditions des femmes sont quand même sur une... il y a des avancées, il y a des améliorations, des luttes qui sont menées par les femmes depuis les indépendances à nos jours. Mais quand même, de façon globale, quand on regarde, on sait quand même qu'il y a beaucoup à faire. Le chemin, il reste beaucoup de chemin à faire. Et ça, il faudrait vraiment que les femmes soient davantage soudées. Et ça, je l'ai dit dans le texte, cette solidarité féminine quand même, il faut le dire, parfois elle fait défaut. N'est-ce pas? Elle fait défaut à plusieurs égards. Mais si on est soudé et surtout si on est convaincu qu'on peut avoir ce pouvoir-là, qu'on peut diriger, qu'on peut vraiment être au devant de la scène, sans attirer la pitié de qui que ce soit, je pense qu'on y arrivera. Êtes-vous pour ce qu'on appelle souvent la discrimination positive, c'est-à-dire en quelque sorte faire le choix
pour une femme contre un homme, tout simplement pour pousser les femmes à se démarquer, à arracher le pouvoir? Non. Pourquoi non? C'est comme si on nous offrait quelque chose. C'est-à-dire que je suis pas, je le répète, je ne suis pas dans cette logique de quémander ou bien qu'on nous offre tout sur un plateau d'argent. Ce que je crois, c'est que objectivement, qu'on reconnaisse les valeurs d'une femme et qu'on la gratifie en fonction de ça. Oui. Si c'est sur ce vocable-là, je suis d'accord. Mais lui offrir cela juste pour que dans sa tête, elle se dise que oui, on me gratifie, on me donne un statut, non, non. Moi, je suis... Voilà, c'est le mérite qui prime, à mon avis. Les musulmans, vous en avez parlé quelque peu. Aujourd'hui, dans notre époque, à notre époque surtout, ils sont un peu stigmatisés lorsque l'on part par exemple en Occident. Sous nos cieux, dans le Sahel, il y a un problème de terrorisme. Vous avez fait des études en relations internationales, vous en savez quelque peu. Êtes-vous optimiste quant à l'issue de cette situation-là? Optimiste, oui. Parce qu'en tant que panafricaniste, quand même, je ne saurais qu'être optimiste. Mais quand même, il faut reconnaître que ce sera vraiment une lutte de longue haleine. Pourquoi? Parce que les enjeux sont énormes et multiformes. Les enjeux, les objectifs ne sont pas les mêmes. Il y a des objectifs menés par un groupe, d'autres menés par d'autres groupes, sans citer, sans entrer dans les détails. Mais je pense que pour quelqu'un qui est très au fait des relations internationales, je n'ai même pas besoin d'identifier pour qu'on comprenne. Donc, mais en tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est que les Africains sachent et soient conscients du meilleur pour leur continent. Et ça, c'est vraiment ce qui fait défaut, globalement. Parce que si on regarde, et je l'ai évoqué dans mon premier ouvrage, nous avons des défis primaires à relever. Ce que j'appelle défis primaires, c'est qu'avant de lutter, pour peser sur l'échiquier international, il faudrait vraiment faire bloc. Et ça, c'est notre plus grand défi. On parle d'intégration. Kwame Nkrumah, on a parlé. D'autres dirigeants, bien avant, à l'aube des indépendances, on en parle. Jusqu'à présent, c'est même pas... Voilà, on n'a même pas une esquisse, il faut le dire. Parce qu'on a des organisations sous-régionales. Mais l'intégration n'est pas amorcée. Et ça, c'est vraiment notre plus grand défi. Parce que là, c'est l'intégration qui nous donnera cette force nécessaire sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la circulation des biens et des personnes, sur le plan politique. C'est ça, c'est cette force-là, cette intégration qui nous permettra de faire bloc et de peser sur l'échiquier international et surtout de pouvoir être considérés par nos vis-à-vis. Parce que tant que les Occidentaux et autres puissances asiatiques et autres sauront que sur ce riche continent, qui est un scandale géologique, du fait des nombreuses ressources dont elle regorge, il n'y a pas de cohésion, ils vont toujours y trouver leur compte. Parce qu'ils viendront diviser pour mieux régner. Mais s'ils se rendent compte que c'est un bloc de 53 États ou bien plus bas, en tout cas d'entités fortes et bien liées, je pense que la considération, l'œil qu'on nous portera sera différent. Ma dernière question, nous avons constaté que nous avons socialement un problème de crise de confiance entre enfants et parents. Qu'est-ce qui l'explique et selon vous, quelle doit être la solution? Comme je l'ai dit dans le texte « Vous et nous », qui concerne donc ce thème-là, je ne parlerai pas de conflit, parce que c'est un terme que je n'aime pas trop, c'est assez belliqueux et ça bloque les deux parties, mais je parlerai surtout de tensions. Nous avons des tensions générationnelles. Et donc, qu'est-ce qu'il fait aussi? C'est le regard porté par chacun sur son vis-à-vis. Ceux qu'on appelle vieux, les personnes d'âge mûr, regardent les jeunes comme étant peut-être acculturés, comme on l'a dit tout à l'heure, ou bien indisciplinés par leur comportement et surtout par la manière dont ils mènent leur époque. A contrario, les jeunes aussi considèrent les personnes d'âge mûr comme étant déphasées, comme ne pouvant pas les comprendre parce qu'étant d'une autre époque. Donc il y a déjà un dialogue de sourds. Et c'est pourquoi, si vous regardez, je vous invite à regarder l'image illustrative du texte, on a deux personnes qui crient. Donc on ne s'entend pas. Exact. C'est ça le problème. Chacun crie sans écouter l'autre et du coup c'est un dialogue de sourds. C'est vraiment pour dire donc que le problème, c'est que déjà il faudrait que ces personnes, cette catégorie de vieux, ces personnes d'âge mûr, soient décomplexées,
et que ces jeunes aussi vivent certes leur temps, mais essaient de comprendre les personnes d'âge mûr parce qu'ils ont besoin de leur expérience. Donc il faudrait que ces personnes, parce que ce que je dis c'est tellement profond parce que ça commence même au niveau de la maison. Quand je le dis, c'est que l'éducation, aujourd'hui qu'est-ce qu'on dit souvent? L'éducation, et voilà, c'est difficile d'éduquer son enfant parce que vous l'éduquez, il sort, il est... Mais qu'est-ce qui fait que s'il sort, il est vite ébranlé? Parce qu'il n'y a pas cette base-là. L'éducation, on parle d'éducation de base. Il faudrait qu'il y ait un socle, de telle sorte que chaque enfant soit conscient qu'il est l'ambassadeur de l'éducation de ses parents. Un ambassadeur, il représente, non? Donc, quand vous sortez, quelles que soient les tentations, quel que soit l'entourage, vous représentez quelqu'un ou bien deux individus. Dans ce cas, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Parce qu'à chaque fois que vous seriez tenté par le diable ou bien par une déviance, vous penserez à ces deux individus. Donc c'est pourquoi je dis souvent, il ne faudrait pas que les enfants aient peur de leurs parents, mais il faudrait qu'ils respectent leurs parents. Quand vous avez peur de quelqu'un, c'est en face de lui que vous êtes frileux. Dès qu'il tourne le dos, vous faites n'importe quoi. Donc il ne faudrait pas que les enfants aient peur de leurs parents, mais il faudrait qu'ils les respectent et qu'il y ait cette complicité. Je pense que le grand défi pour les parents, c'est de créer cette relation. C'est-à-dire, il ne s'agit pas que l'enfant se permettre tout et n'importe quoi, mais c'est surtout que l'enfant soit à l'aise. Du coup, demain, s'il est une personne mal intentionnée, en tentant ça ou quelque chose, tente même je parle même pas de viol, mais c'est un acte déplacé, l'enfant n'aura pas peur de venir le raconter à sa mère. Parce qu'il y a cette relation, il y a cette complicité, l'enfant fait confiance à sa mère. Mais si c'est une personne qui n'est jamais là déjà, ça c'est un problème à cause de nos plannings professionnels, etc. Exact. Mais il y a aussi cette confiance, cette relation qui doit être vraiment décomplexée. Et je pense que c'est surtout ça. La solution, c'est que les parents soient décomplexés et que les enfants aussi essaient de comprendre. Madame Dieynaba Sarr, vraiment, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Plaisir grandement partagé. Et voilà. Merci beaucoup, madame, messieurs, chers internautes. Vous l'avez suivi. Cet ouvrage est disponible à la maison d'édition L'Harmattan Sénégal, mais également sur le site de L'Harmattan Sénégal et aussi sur Amazon. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.